Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Agnès Verdier-Molinier. Bonjour. Bonjour David. Tous mes voeux, plein de bonnes choses, toujours directrice de l'IFRAP. Bon, le grand débat, ça y est, s'est lancé. On a vu le président devant les maires. C'est vraiment ça dont la France a besoin. Quand on prend un peu de recul, on sait qu'il fallait apporter une réponse à la crise des Gilets jaunes, une réponse avec des mesures, ça a été fait, les 10 milliards. Après, il fallait une réponse politique, ce grand débat. La France a besoin de ça aujourd'hui, d'un grand débat national, alors qu'on a quand même des tonnes de rapports, de publications, de livres sur... On sait à peu près ce qu'il faut faire, non? Il faut encore un grand débat pour faire avancer le public. On a tous vu les images, on a tous suivi les 6h30 d'échanges avec les maires. C'est assez impressionnant parce qu'on a l'impression de retourner en campagne 2017. Hein, et donc on a perdu presque 2 ans. Alors qu'en gros, on savait déjà ce qu'il fallait faire. Le débat, on l'a déjà eu pendant la campagne présidentielle 2017, alors peut-être pas autant à fond qu'on aurait souhaité, mais il y a eu quand même des primaires, ça a duré très longtemps. On a ouvert beaucoup de dossiers, on a ouvert le dossier de la fiscalité, on a ouvert le dossier des dépenses, on a ouvert le dossier de la question de l'emploi, du chômage, enfin tous ces débats, ils ont déjà eu lieu, des liens entre l'État et les collectivités locales. On savait qu'il fallait agir tout de suite, en début de quinquennat, sur la question de la baisse des dépenses. Le gouvernement s'y était engagé, le candidat Emmanuel Macron en campagne s'y était engagé, avait dit « je baisserai les dépenses publiques », il veut arriver jusqu'à 52% de dépenses publiques par rapport à la richesse nationale en 2022. Aujourd'hui, on est à 56%. Pour l'instant, dans le radar, on ne voit pas comment il baisse la dépense. Et on a vu ce qui s'est passé. Et en fait, tout ça, tout vient de là, si vous voulez. Le problème de la dépense n'est pas résolu, n'est pas traité. Mais il n'est pas résolu, je vous coupe, pardon, il n'est pas résolu. Et qu'est-ce qui risque peut-être de ressortir de ce grand débat? C'est que quoi? Les Français, ils vont nous dire quoi? Ça peut se comprendre, comme ça, brûle pour point. Moins d'impôts, plus des services sociaux, plus de services publics. Et là, on se dit qu'on sera bien avancé. C'est pour ça qu'il faut partir avec les bonnes datas, les bonnes données. Aujourd'hui, on a l'impression d'un débat un peu hors sol, où parfois même, certains m'appellent, notamment des journalistes qui me disent « mais alors je ne comprends pas, est-ce qu'on a baissé les dépenses de protection sociale en France ?» Je dis « bah non, pas du tout, c'est exponentiel, ça ne fait qu'augmenter. » On est d'ailleurs le pays qui dépense plus en dépenses sociales de tous les pays du monde. On est à presque 34 points de richesse. De transferts sociaux. Donc il y a un moment... De quoi il va accoucher ce grand débat, Agnès Verdier? Honnêtement, on va se dire les choses. On ne risque pas d'avoir un tombereau de mesures peut-être nécessaires, peut-être sensées, mais non financées, et qui vont nous mener, c'est le titre d'un de vos bouquins, qui vont nous mener dans le mur parce qu'on est déjà en déficit, on est déjà au-delà de 3%, parce qu'en dette publique, on est déjà à 100%. Le risque, David, il est clair. Sur ce débat. C'est de monter les Français les uns contre les autres. Alors, les ruraux contre les urbains, les moyens pauvres contre les moyens riches, les très riches avec les moyens riches qui disent que finalement ils sont pas assez taxés, etc., etc. Donc monter les retraités contre les actifs. On a vu parfois dans la presse ces derniers jours certains dire bah oui, les retraités sont quand même beaucoup plus riches que les jeunes actifs. Bah oui, c'est un peu normal aussi quand vous avez travaillé toute votre vie. Il y a un moment où vous avez quand même accumulé un petit peu de patrimoine. Enfin sinon ce serait quand même assez triste. En fait, on a un problème qui est la mauvaise gestion publique. Et si on le traduit simplement par monter les Français les uns contre les autres, ça peut aboutir à quelque chose de très négatif. Donc revenons sur les bonnes données. Oui, les Français paient déjà beaucoup d'impôts, tous, y compris les plus aisés, parce que si vous prenez les 10% qui gagnent le plus, quand vous additionnez la recette de CSG, d'impôt sur le revenu et de taxes d'habitation, ça fait 200 milliards d'euros de recettes, et bien ils payent déjà la moitié. Les 10% payent la moitié de tout ça. Ils payent presque 100 milliards d'impôts sur ces 3 gros impôts qui sont fléchables, qui sont identifiables. Donc quelque part, on ne posera pas les bonnes questions. C'est-à-dire que le débat autour de cette France qui vit au-dessus de ses moyens depuis des décennies, qui est endetté jusqu'au cou, il ne sera pas abordé. Et vous le regrettez, parce que finalement, on n'a jamais entendu parler de cette question-là. Le risque, c'est ce qui est visiblement un peu... Ça va être un concours, l'épine, à celui qui aura le plus de dépenses et le moins d'impôts. Le risque, c'est de reculer sur la réforme de l'État, la réforme des collectivités locales. Là, on l'a vu avec le débat avec les maires, il y a beaucoup de questions sur décentralisation, pas décentralisation, pourquoi on a décentralisé que des choses qui ne sont pas très importantes au niveau pouvoir, pourquoi l'État reste aussi toujours puissant dans nos territoires avec de l'État déconcentré qui a des agents partout et qui surveille tout ce qui se passe, etc. À un moment, il faut aussi de la confiance entre les différents acteurs publics. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas revu toute cette architecture? Parce qu'il y a une peur
permanente du politique en France de s'attaquer véritablement à l'organisation publique. Ils préfèrent finalement taxer plus les Français ou faire ce jeu de bonneteau fiscal qu'on a vu ces derniers temps qui amène à rien ou qui amène qu'à la jacquerie, plutôt que de s'attaquer au cœur du dispositif. Parce qu'il y a un Parlement qui est très faible, qui ne contrôle pas, d'ailleurs on l'a vu sur les ronds-points, c'était un sujet, les Français ont bien conscience que nos parlementaires n'ont pas de pouvoir par rapport au contrôle de la dépense publique, alors que c'est leur pouvoir qui devrait être le sujet numéro 1 en France, avec 56% de dépenses publiques. Ils devraient être en permanence en train de dire, mais et cet organisme, est-ce qu'il sert à quelque chose? Est-ce qu'on le supprime? Et ce poste-là, est-ce qu'il faut vraiment le créer? Ouais, donc à vous écouter, ce débat ne relancera pas le quinquennat du président, qui pour lui est terminé, c'est ça? Parce qu'à vous écouter, il est encalmé dans les sondages, et ce débat, c'est quand même censé être une opération reconquête, on a compris, du président, hein, qui a remis son... voilà, comme en campagne, il est en chemise, etc. Hein, oui, on a compris, mais ce débat, il peut changer quelque chose à une seule condition. C'est qu'au bout des 2 mois, là, on ait la liste de la baisse des dépenses publiques. Oh, mais dans quelle planète vous êtes là? C'est la seule condition. C'est la seule condition. Oui, mais c'est la seule condition. Vous avez vu sinon, ça les servira. cahiers de doléances. Mais non, mais dans les cahiers de doléances, David, j'ai vu des interventions de certains, ils disent il y a trop de dépenses publiques, il faut baisser le train de vie de l'État, il faut réorganiser les missions publiques, les collectivités, etc. Réduire le nombre d'échelons de collectivités, réduire le nombre d'élus, réduire le nombre d'agents, augmenter le temps de travail. Bien sûr que c'est un sujet qui est forcément au cœur de la discussion. Et d'ailleurs, ça a été beaucoup aussi hein, dans les sujets gilets jaunes, la question aussi de l'incitation à la reprise du travail, du cumul des aides sociales, de la différence entre je suis au SMIC, j'ai un peu d'aide, et de l'autre côté, je cumule des aides, et finalement, l'écart... entre les deux n'est peut-être pas assez incitatif. Et pas très, très important. Donc, c'est toutes ces questions-là qu'il faut aborder sans tabou. Mais si on n'est pas capable de dire les 40 ou 50 milliards de dépenses publiques qu'il va falloir baisser en plus de ce que le gouvernement a programmé, c'est-à-dire quasiment rien, hein, entre nous soit dit, hein, puisque ce qui est amusant, c'est qu'il nous dit, le gouvernement en règle générale, je garde le cap, mais sur le cap de la baisse des dépenses, il ne s'est jamais rien passé. Donc d'où le fait que sur la fiscalité, il ne se passe rien non plus. Mais donc il n'y aura pas de marge de manœuvre, parce que le déficit public, on est au taquet. S'il n'y a pas une volonté effectivement de faire des économies sur la dépense ou de baisser la dépense, il n'y a pas de marge de manœuvre pour financer de nouvelles dépenses ou pour baisser de nouveaux impôts. En fait, c'est assez simple. C'est assez simple. Il y a 2-3 mesures à prendre. Repousser l'âge de départ à la retraite. C'est tellement... basique. Ouais, mais ça, vous avez compris qu'il y a une promesse présidentielle, on ne touche pas à l'âge de départ à la retraite. Les promesses présidentielles, et on l'a vu, il y a une promesse de baisser de 80 milliards la dépense publique hein, aussi. On en a combien là aujourd'hui? Aujourd'hui, en baisse de dépenses, on est à quasiment zéro. Hein. Il y a juste la suppression de quelques emplois aidés, et encore, il y en a beaucoup qui sont recyclés dans les emplois pérennes de l'administration. Sur le logement aussi, les économies qui ont été faites sur les aides au logement. Un petit peu. Mais c'est vraiment, on est sur vraiment l'épaisseur du trait. Ouais. Quand on dit repousser l'âge de départ à la retraite, repousser à 65 ans, par exemple, à l'horizon 2028, comme nous on le propose à la... Il y a 2 ou 3, ça rapporte 2 ou 3 points de PIB, hein, c'est ça, de mémoire. Mais à terme, quand on sera à 65 ans, c'est de l'ordre de 20 milliards d'euros d'économies par an. À la fin plus que ça. Ah non, mais c'est déjà beaucoup. C'est un point de PIB. C'est déjà beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de réformes qui permettent d'économiser 20 milliards. Après, si en plus on aligne les modes de calcul des retraites du public sur le régime général, donc sur le privé, là, vous pouvez faire 2 à 3 milliards d'euros d'économies assez rapidement par an. Donc, à la fin du quinquennat, ça peut être une grosse dizaine de milliards d'économies à l'horizon 2022 si on s'y mettait tout de suite. Et ça, c'est pas compliqué. Il suffit... Dans les doléances, il y avait, je ne pense pas avoir vu passer non plus, augmenter l'âge de départ à la retraite de 62 à 65 ans. Oui, sauf qu'il y a un sujet. Si on veut vraiment... Là, c'est nous qui sommes hors sol. Là. Non, mais si on veut vraiment baisser les impôts, parce qu'on demande de baisser les impôts, et c'est par ça qu'il aurait dû commencer quand il a fait les annonces pour le plan de 10 milliards, hein, on s'en souvient. On ne peut pas baisser l'impôt si on ne gage pas par de la baisse de dépenses en face. C'est le principe numéro 1. Et je peux vous dire, David, que si on posait la question par référendum aux Français, est-ce que vous préférez qu'on baisse les dépenses et qu'on baisse les impôts, ou alors qu'on monte les dépenses et qu'on monte les impôts? Après, si on dit le choix... Après, si on dit qu'il y a moins de professeurs, qu'il y a moins de protection sociale, c'est bien que les Français disent oui, il faut baisser la dépense, mais pas celle qui me concerne. Mais ce n'est pas le sujet, parce qu'on sait très bien que dans l'éducation, on peut économiser énormément. On produit une éducation sous contrat, dans le privé sous contrat, beaucoup moins cher par élève, hein, de l'ordre de 3 000 € par an, de moins cher, à tout payeur confondu. Donc, on est tout à fait capable d'avoir une éducation de haut niveau
de qualité. Ceux qui ont les moyens de payer tous les mois une école privée. Non, mais attendez, là je parle tout payeur confondu. C'est-à-dire que si vous prenez le prix total par élève entre public et privé, c'est beaucoup moins cher dans le privé. Pourquoi? Système de retraite, un tiers de l'écart, c'est parce que les pensions des enseignants du public sont plus chères à payer pour le contribuable que les pensions des enseignants du privé sous contrat. Est-ce que ça apporte de la qualité supplémentaire à l'enseignement que reçoivent les élèves? Non. À aucun moment. Dans les autres sujets, on voit le président dans l'heure quand il était face à 600 maires. Alors, sa position sur l'ISF, est-ce que vous la trouvez claire? Il nous dit que le rétablissement de l'ISF, ce n'est pas pour tout de suite. Et en même temps, la question, il a dit, n'est pas tabou, c'est pas un totem. C'est quoi sa position là-dessus? Non, mais en fait, il y a un gros problème sur ce sujet depuis le début du quinquennat, parce qu'il y a eu un refus de la part de cette majorité de flécher la baisse d'impôts, en l'occurrence sur l'ISF, c'est à peu près 3 milliards d'euros de baisse, flécher ces 3 milliards le plus possible vers le capital de nos TPE, PME dans nos territoires. Alors qu'aujourd'hui, on peut avoir de l'argent qui dort sur un compte courant, c'est pas compris dans l'IFI. Oui, mais le sujet, c'était non pas... On dit la même chose, non? Oui, de faire quelque chose de punitif, c'était de faire quelque chose d'incitatif. Les Britanniques qui ne taxent pas tellement le capital, ils ont un dispositif jusqu'à 1 million de livres d'investissement pour un couple, déductible à 30%, avec à la sortie pas de plus-value de cession quand vous revendez... Déductible de l'impôt sur le revenu. Oui, mais déductible de l'impôt sur le revenu. Ouais. Nous, on est allé voir tout le monde là, sur ce sujet. On est allé à Matignon, on est allé à l'Élysée, on est allé à Bercy, on a vu les parlementaires sur ce sujet. On a dit, si vous ne fléchez pas, il n'y aura pas de canal qui va inciter cette baisse d'imposition du capital à aller vers l'irrigation de l'économie réelle. Mais comment vous fléchez? Vous laissez l'ISF? Alors non, mais en parallèle, vous permettez... Il faudrait supprimer d'ailleurs totalement l'ISF, ouais, mais faire en sorte que tous ceux qui vont investir en direct dans des TPE, des PME... S'ils le veulent ou pas, sans contrainte. Sans contrainte, mais avec une véritable incitation très forte, de l'ordre de 30%, voire 40% de réduction de l'impôt sur le revenu, avec peut-être, comme les Britanniques, pas de plus-value de cession à payer quand vous vendez, parce qu'en fait, il faut bien se dire que financer l'économie réelle du pays, c'est très risqué. Ça veut dire que vous financez des TPE, PME qui peuvent aussi complètement disparaître. Donc vous pouvez gagner beaucoup, mais vous pouvez surtout, et malheureusement plus souvent que de gagner, vous pouvez tout perdre. Et là, on voit très bien qu'il va y avoir une évaluation de la mesure suppression de l'ISF et prélèvement. L'évaluation, a priori, ce sera pour l'automne, je veux dire pour septembre, rapport avec des parlementaires, des experts, des chefs d'entreprise, pour savoir si ça fonctionne ou pas. Mais juste, le président écarte encore une fois l'ISF du grand débat. Résultat de cette évaluation, ça va être de dire que finalement, ça n'a pas permis de créer plus d'emplois marchands. Génial, parce que ça, on l'a dit depuis le début, parce qu'il n'y a pas d'incitation réelle à transférer les fonds vers le financement des emplois dans notre pays. Et derrière, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a un gros risque de rétablissement de cet impôt. Donc, pour l'instant, le président l'écarte du grand débat. On a 80% quasiment des Français, un sondage IDD, qui sont pour le rétablissement de l'ISF, et lui, il écarte du débat. C'est une erreur de l'écarter? Et de dire, on verra d'abord, on attend de voir l'évaluation, c'est pas dans le débat. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de totem, mais on n'en parle pas dans le débat. Et on attendra l'automne d'avoir le rapport parlementaire pour savoir quels sont, effectivement, on l'a vu, les effets, pour savoir à quoi ont servi ces 3 milliards d'euros qui ont été rendus, qui ne sont plus ponctionnés à ces 1% des contribuables français. Il faut savoir que même avec la suppression de l'ISF transformée en IFI, même avec la taxation au prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital, on est toujours plus taxé au niveau du capital que les pays comparables. Donc ça, il faut le savoir en numéro 1. Donc vous savez bien... Mais ça, les gilets jaunes, ils ne peuvent pas l'entendre. Ce qu'on a envie d'entendre, c'est ces 3 milliards, ça a permis d'investir tant plus. C'est le sujet numéro 1. Le sujet numéro 2, l'erreur de base, elle est dans le non-fléchage. Il y a une mesure IRPME qui existe, qui est plafonnée à 10 000 € par an. C'est ridicule. Il faut le sortir du plafond global des niches. Personne n'a voulu écouter sur ce sujet. Il y a eu des mesures qui ont été prises à l'Assemblée nationale de rehaussement du plafond. C'était 18% de déduction possible. Ils sont passés à 25%. Les décrets ne sont pas sortis. Donc le travail n'est pas fait sur les décrets. La Commission européenne a été saisie sur ce sujet pour plein de raisons techniques. Finalement, il n'y a pas eu de véritable, là encore, réellement suivi du dossier et on n'a toujours pas la réponse en la matière. Agnès, mais qu'est-ce que vous dites à ceux qui sont dubitatifs sur ces 3 milliards d'euros? Je leur dis que l'ISF...
1% des contribuables. Est un impôt qui est un impôt délétère, un impôt négatif en pour quoi la c'est France. vertueux pour l'économie française? C'est quand même simple comme question. Non, mais c'est vertueux parce que l'idée à terme, c'est de faire revenir aussi tous ceux qui sont partis. Parce que, comme vous le savez, il y a à Bruxelles… Peut-être empêcher ceux qui ont envie de partir. Non, mais, ceux qui regardent ce qui se passe en France, qui sont partis, je ne suis pas sûr qu'eux, ils reviendront. Mais moi, je les vois, David. Je vais à Bruxelles, je vais à Genève, je vais à Lisbonne, je les vois tous. Et on parle de la situation française. Et la première question que je leur pose, c'est est-ce que vous allez revenir? Et ils éclatent de rire. J'en parle dans mon livre. On dit la même chose. Hein? Voilà. Pourquoi ils éclatent de rire? Parce qu'il y a une instabilité fiscale en France qui est hallucinante. On est tout le temps en train de supprimer un impôt, se poser la question si on va le rétablir, ne pas finalement créer les conditions pour avoir une fiscalité qui est pro-entrepreneuriale. Donc on est en permanence dans du paradoxe. Mais il a raison, le président, selon vous, de tenir bon sur l'ISF pour le coup. Non, mais il a raison de tenir Même bon. si c'est pas la bonne formule. Il a raison de tenir bon, mais il a tort de ne pas créer le dispositif qui permet que fiscalement… Mais vous donnez un deuxième cadeau, c'est-à-dire que vous supprimez totalement l'ISF et en plus, quand on investit dans les PME, on réduit l'impôt sur le revenu. Mais le sujet, David, ce n'est pas les cadeaux. Le sujet, c'est l'investissement, c'est l'emploi de demain, c'est comment dans nos territoires on fait pour recréer des entreprises, donc vous admettez recréer de l'industrie. Que ce n'est pas le bon système, la suppression, la transformation de l'ISF en IFI, mais la fiscalité, pour créer des emplois et augmenter l'investissement dans les entreprises françaises. La fiscalité française doit être pensée à l'inverse d'aujourd'hui, pro-entrepreneuriale. Aujourd'hui, elle est pensée pour finalement punir, désinciter à l'investissement, désinciter à rester en France. Voilà, quand vous gagnez un petit peu et que vous avez créé une entreprise, etc., quand vous voulez transmettre à vos enfants, on peut parler aussi des successions, vous êtes aussi très incité à partir de France. Quel est l'intérêt pour nous, les Français, qui restons en France et qui continuons à payer l'impôt? C'est qu'il y ait de moins en moins de personnes qui paient l'impôt dans les niveaux les plus élevés? Non, ce n'est pas notre intérêt. Notre intérêt, c'est qu'il y ait le plus possible de personnes qui restent, qui à la fois investissent, qui à la fois créent des emplois, mais aussi participent à l'effort collectif. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Parce que j'entends parfois sur certains plateaux, et notamment de la part de personnes qui sont assez vindicatives, pour dire finalement, c'est les 1% contre le reste du pays. Mais des 1% qui gagnent le plus, il y en aura toujours. Donc on peut faire partir les 1%, puis on peut faire partir les suivants, et ça résoudra quoi comme problème sur le chômage, sur le niveau de PIB par habitant qui stagne en France, sur l'incapacité à créer des richesses. Donc l'erreur originelle peut-être du président Macron, quelque part, c'est d'avoir séquencé comme ça ces mesures fiscales. Finalement, on a donné tout de suite sur la flat tax, sur l'ISF, et on a séquencé dans le temps, on a augmenté la CSG et on a séquencé les baisses de taxes d'habitation, de cotisations. Peut-être qu'il fallait tout faire en même temps. Le sentiment qu'on a donné d'abord aux plus favorisés et qu'après on a séquencé pour les autres. Peut-être ça aussi. C'est pas exactement comme ça. On a baissé la fiscalité sur le capital complètement, mais de l'autre côté, à chaque fois qu'on a baissé l'impôt, on a augmenté l'impôt par ailleurs. Ouais. Donc là où il n'y a pas eu de hausse de fiscalité en face de la baisse de la fiscalité du capital, de l'autre côté, à chaque fois qu'il y a eu une baisse d'impôt d'1 euro, il y a eu une hausse d'impôt d'1 euro de l'autre côté. Donc ce qui a été mal ficelé depuis le début, c'est le problème du gage. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas baisser l'impôt si vous ne baissez pas la dépense. On y revient. Donc, on y revient en permanence. C'est le problème numéro 1. Et quand vous échangez avec des personnes à l'intérieur de la technostructure et que vous leur dites il va falloir baisser l'impôt, notamment de production sur les entreprises, où il va falloir… 70 milliards. Oui, c'est gigantesque. Et alors, on répond non. Tant que vous n'aurez pas convaincu au château de repousser l'âge de départ à la retraite, de baisser vraiment la masse salariale publique, c'est 300 milliards. Il y a 300 milliards de dépenses de retraite, il y a 300 milliards de dépenses de masse salariale publique. C'est deux gros postes. Si vous ne baissez pas sur ces deux gros postes, on ne baissera jamais la dépense publique. Il n'y aura pas les marges de manœuvre. Il faut bien avoir ça en tête. Agnès, le reste, c'est du blabla. On est bien tous les deux, mais ça passe quand même très très vite. Il y a des élus de la majorité, c'est l'aile évidemment, l'aile sociale, on va dire l'aile gauche, qui se dit on n'aura pas gain de cause sur l'ISF, sur le rétablissement de l'ISF en version IFI actuellement, mais on pourrait pourquoi pas créer une nouvelle tranche d'impôt sur le revenu pour taxer les plus riches ou les plus hauts revenus. Et donc l'idée c'est de rendre encore plus progressif l'impôt sur le revenu. Ça va vous faire sortir de vos gonds. J'ai lu que la dernière tranche d'imposition en France est déjà 10 points supérieure à la moyenne de l'OCDE. Ça doit pas vous faire sourire, ça. Non, mais après… Non, mais il y a cette demande de justice fiscale, c'est comme ça. Et qu'est-ce que ça rapporterait d'ailleurs de rajouter? On est à 45, sans oublier quasiment rien. La contribution exceptionnelle de 3 ou 4 points. Non, mais ça rapporterait quasiment rien. Parce que, heureusement, il y a une constitution en France.
qui dit que, grosso modo, le Conseil constitutionnel a tranché, on ne peut pas aller au-delà de 75% d'impôts. Donc si vous êtes... encore un peu de marge, là. Non, mais oui, mais vous êtes sur une tranche à 45, mais en plus, vous avez de la CSG, CRDS, etc. 17, ça fait 62, donc, en fait, les calculs... Il y a encore 5 ou 10 points. Non, même pas, parce que quand vous calculez tout, finalement, à la fin, vous avez peut-être 1%, un point de marge sur lequel vous pouvez augmenter, parce que mécaniquement ensuite, ce sera finalement, il y aura le couperet du plafond fiscal. J'ai l'impression que les Français veulent une fiscalité plus juste. Dans leur idée, elle n'est pas assez juste. Mais c'est faux. Sur l'impôt sur le revenu, c'est faux parce que sur l'impôt sur le revenu. Parce qu'en réalité, les Français croient qu'ils veulent une fiscalité plus juste parce qu'ils n'ont pas envie de payer le coût du modèle social français et ils pensent qu'ils sont les seuls à payer. Mais si on leur met les chiffres sous les yeux, c'est-à-dire les 200 milliards dont je vous ai parlé tout à l'heure qui sont payés pour moitié par les 10%, ceux qui ont les revenus, les 10% qui ont les revenus les plus élevés, et si vous détaillez la fiscalité, mais on va le faire à la Fondation IFRAP, on va donner tous les chiffres, décile par décile, et on montrera qui paie véritablement l'impôt en France. Et en réalité... L'impôt, attention, les impôts ou l'impôt sur le revenu? Non, mais l'impôt sur le revenu... 2% des contribuables, c'est 40% des recettes de l'impôt sur le revenu. La CSG, la taxe d'habitation, la taxe foncière, l'IFI, voilà, on va tout expliquer. Et on va bien montrer que ceux qui paient l'impôt en France, ce n'est pas les plus modestes. C'est ceux qui finalement tiennent aussi l'ensemble du modèle. Ouais. Si ceux-là s'en vont, grâce à tous ces débats qui sont hors sol, qui n'ont rien à voir avec la vérité des données. Ce n'est pas votre tasse de thé, ce débat, à vous écouter, puisqu'on est, il est hors attendez, sol. Moi j'aime bien le débat. Et je considère que c'est formidable de pouvoir parler de politique publique, de pouvoir parler d'impôts, de pouvoir parler de dépenses. Mais ça ne commence pas sur les bonnes bases. Vous voyez bien qu'on commence sur quoi? On mais commence nous, sur à la Fondation IFRAP, on va apporter à la Fondation IFRAP de la donnée pour qu'on rétablisse la vérité sur certains factuels et qu'on parte non pas dans un débat qui est dire on va opposer les Français les uns aux autres parce que les riches contre les pauvres, etc., ce qui n'a aucun sens, parce qu'on est tous dans le même bateau et on est tous dans l'idée, en tout cas j'espère, d'avoir un pays qui produit plus de richesses, qui a plus de croissance, qui a moins de chômage. C'est ça le sujet. Et moins de déficit et moins de dette aussi, pour pas qu'on soit dépendant des marchés financiers à terme, puisqu'on est le pays qui nous prête pour pas cher pour l'instant. Non mais oui, d'accord, mais un jour ça peut se retourner. Un jour, on verra. Et alors, naviguer, c'est pas simplement pour tous les jours où il fait beau. Il y a un moment où il y a une crise, et là, de ce jour-là, si on est déjà au taquet, si on est déjà au maximum de ce qu'on peut emprunter, si on n'est pas capable de prévoir finalement, d'anticiper le retournement, là, on peut aussi avoir à un moment des difficultés. Il nous reste une importantes. petite minute. Je voulais parler des droits de succession, de la retraite, mais il y a un truc qui me vient à l'esprit quand même, parce que qu'est-ce que c'est qu'être riche en France? On voit bien que ce qui est revenu dans le débat, c'est la taxe d'habitation. On a compris que pour les 20% des Français les plus riches, on va rappeler les chiffres quand même, il est question qu'elle ne soit plus supprimée. On a bien compris que ça coûte 7 milliards d'euros et que ce n'est pas financé. Mais on se dit que, on l'a déjà dit sur ce plateau, pour une personne seule, c'est 2200 euros. 2500. 2500 euros. Pour un couple, c'est 4000 euros. Donc, être riche en France, c'est 4000 euros. Ouais. Ça revient à ce que nous disait François Hollande en son temps, quand on lui disait qu'est-ce que c'est qu'être riche. Je crois qu'il avait cité ce chiffre de 4000 euros. Enfin, lui, il avait dit 4000 euros, et là, on est à 2000 euros, ou 2500 euros. Pour un célibataire, 4000 euros. On est sur la taxe d'habitation, on est à 2500 euros, et puis on a 2000 euros sur la CSG. Donc c'est quand même un chiffre qui revient régulièrement. Vous avez vu que sur la CSG... Non, mais on parle de 7 millions de gens. On n'est plus sur les contribuables assujettis à l'ISF, où là, on est sur 300 000 contribuables. On est sur 7 millions de Français. Oui, mais dans les deux cas, on est sur des millions de Français. Dans les deux cas, on commence à créer des seuils supplémentaires, où là encore, il faut se poser la question de est-ce que ça a du sens? Non, ça n'a pas de sens. Donc, si le gouvernement veut supprimer la taxe d'habitation, et de toute façon, il y a une question constitutionnelle derrière. Pareil, ouais. Qui va se poser. D'égalité, de rupture d'égalité devant l'impôt. Non, mais l'équité devant l'impôt, voilà, c'est un principe fondamental. Donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait 20% des ménages qui paient l'addition de la suppression. C'est pas tout à fait ce qu'a dit le CC, le Conseil constitutionnel. Il a dit qu'il verrait, dans le cadre d'une réforme globale de la fiscalité locale, dans quelle mesure il n'y a pas de rupture. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment, ces 20%, ils ne peuvent pas payer d'un côté encore leur taxe d'habitation, de l'autre continuer à payer avec des taxes foncières qui vont augmenter aussi, parce que c'est aussi ceux qui payent la taxe foncière, donc qui va augmenter aussi parce que les mairies vont vouloir aussi se rattraper sur l'impôt. Parce qu'elles ont la main sur le taux. Et qu'à un moment, il y a une concentration de l'impôt qui devient insupportable et qui, si on aboutit à ça, risque d'opposer encore plus les Français les uns contre les autres.
Donc ça, c'est pas souhaitable. Bon, l'IFRAP rentrera dans le grand débat. C'est pour quand là, ce chiffrage de ce que payent les riches en Bah, France et leurs vous contributions? verrez, ça va arriver bientôt. Et puis sur la question des successions, si on peut juste faire une 10 secondes. mini parenthèse sur ce sujet, on est déjà le pays qui taxe quasiment le plus. On est à 80% des successions ne sont pas taxées en France. Oui, d'accord. Mais en part de PIB, on est à 0,55. Ouais, ce que ça représente, ouais. Donc on est parmi ça pèse 10 milliards, quoi. On est parmi les plus élevés des pays comparables. La Suède, par exemple, vous savez quel est le taux d'imposition des successions, donations, etc. C'est 0. Voilà. Plein de pays sont passés à 0. Ça aussi, on va publier quelque chose là-dessus. Sachant que le droit de succession, c'est de l'impôt sur quelque chose qui a déjà été imposé. Parce que là encore, on rejoint le sujet entrepreneurial. Qu'est-ce qu'on veut en France? On veut que tout le monde parte à 0 dans la vie et ne pas bénéficier. Ne niez pas les inégalités patrimoniales qui sont bien plus élevées en France que les inégalités salariales. Oh, non, mais il faut arrêter avec ça. Dans tous les pays, il y a des inégalités patrimoniales. Après, la question, c'est est-ce qu'on veut garder le patrimoine en France? Est-ce qu'on veut garder les entreprises en France? Est-ce qu'on veut transmettre à nos enfants? Est-ce qu'on veut garder des emplois en France ou est-ce qu'on préfère être racheté par des entreprises étrangères, par des fonds de pension, etc. C'est ça qu'on veut? Donc là, le sujet, il est idéologique. Et il va falloir montrer que tous les pays qui sont intelligents, qui veulent garder leurs entrepreneurs, qui veulent garder leurs talents, qui veulent garder leurs emplois… Pour l'instant, dans le débat, ce qu'on entend, c'est alourdir le droit de succession. Vous avez quand même compris. Oui, mais c'est une, on attend la contribution de l'IFRAP. C'est une grave erreur. Et je pense que là, si on veut lutter pour l'emploi, ben c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. C'est 0 d'imposition. C'est 0 d'imposition. 0 partout avec l'IFRAP. On met de l'impôt à 0 partout. Mais alors, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut créer des entreprises ou on veut conserver des grosses administrations qui empêchent la création de valeur ajoutée? Et voilà. Et le dilemme, il est là. Le dilemme est là. On pourrait comme ça gloser pendant des heures avec Agnès Verdier-Molinier. Le temps passe très vite. Merci d'avoir été avec nous. Qui était donc votre invitée aujourd'hui, la patronne de l'IFRAP, en direct sur Boursorama, invitée de la grande interview. À bientôt.